Depuis nos studios de Tanger, toute l'équipe de la matinale est heureuse de vous accueillir. Voyons ensemble les titres de ce lundi 13 novembre. La visite officielle du roi Mohammed VI au Qatar. Le souverain a été accueilli ce dimanche à Doha par l'émir du Qatar. L'actualité régionale et internationale était au programme de l'entretien des deux chefs d'État. Au Moyen-Orient, la terre a tremblé ce dimanche soir. L'Irak, l'Iran et la Turquie sont touchés. Le dernier bilan fait état d'au moins 213 victimes. Nous ferons le point dans cette édition. Je suis libre ici. Si je veux voyager demain, je voyage. C'est la déclaration à retenir de Saad Hariri. Premier entretien à une chaîne de télévision libanaise ce dimanche. Il appelle l'Iran à ne pas s'ingérer dans les affaires du Liban. Bienvenue sur Média TV. Après Abu Dhabi, le roi Mohammed VI est donc arrivé ce dimanche au Qatar pour une visite officielle. Le souverain a été accueilli par l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête, un échange au cours duquel ils ont affirmé leur volonté de consolider leur coopération dans différents domaines. Les développements de Fayrouz Ben Taleb. À sa descente d'avion à l'aéroport international Hamad, le souverain a été accueilli par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Après une brève pause au salon d'honneur de l'aéroport international Hamad, le cortège des deux chefs d'État s'est dirigé au Diwan Émiri, où l'émir de l'État de Qatar a offert une cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du roi Mohammed VI, qui effectue une visite officielle dans ce pays, accompagné du prince Moulay Ismail. Après la rencontre élargie à plusieurs hauts responsables des deux pays, le roi Mohammed VI et Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani ont eu un entretien en tête-à-tête. Les entretiens ont porté sur l'excellence des relations entre les deux pays et la ferme volonté des deux chefs d'État de consolider davantage la coopération dans différents domaines. Les deux dirigeants ont également échangé sur des sujets d'intérêt commun d'ordre régional et international. Ces entretiens se sont déroulés en présence du côté qatari, notamment du vice-émir du Qatar, Cheikh Abdallah Ben Hamad Al Thani, et du ministre des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani. Était présent du côté marocain le conseiller du roi Fouad Ali Al Himma, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le directeur général des études et de la documentation, Mohamed Yassine Mansouri. Cette visite intervient après la visite de travail effectuée par le roi Mohammed VI à Doha en avril 2016 dans le cadre d'une tournée royale dans les pays du Golfe. Et sachez que Média TV couvre cette visite royale au Qatar à travers notre envoyé spécial Mohamed Bourouis que nous retrouverons dans nos différents rendez-vous d'information. Et avant de se rendre au Qatar, le souverain était à Abu Dhabi dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié aux Émirats arabes unis. À Abu Dhabi, donc, Sa Majesté Mohammed VI a visité Wahat Al-Karama, traduisait l'oasis de la dignité, un lieu qui rend un hommage permanent aux soldats émiratis ayant sacrifié leur vie en servant leur nation. Le roi Mohammed VI a également déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial du martyr. L'Irak, l'Iran et la Turquie, une vaste région touchée ce dimanche par un violent séisme d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. On dénombre au moins 213 morts selon un dernier bilan et quelques 1700 blessés. Les secouristes sont à l'œuvre pour sauver le maximum de victimes. Les détails dans ce récit de Fayrouz Ben Taleb. Selon l'Institut géologique américain, la secousse a été enregistrée à une profondeur de 25 km, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville d'Halabja, dans une zone montagneuse de la province irakienne de Souleymania. Il a également été ressenti en Turquie, où ni dégâts ni victimes n'ont été recensés selon les autorités. Du côté iranien, où le bilan des victimes n'a cessé d'augmenter au fil des heures, tous les morts ont été recensés dans la province de Kermanshah, frontalière de l'Irak. En Irak, ce tremblement de terre a fait le plus de victimes dans la province de Souleymania, dans le Kurdistan irakien, selon des responsables locaux. Dans l'ensemble de la province, des personnes sont sorties dans les rues au moment des secousses et des dégâts matériaux ont été signalés.
Selon le site internet de l'Institut de géophysique de l'Université de Téhéran, le séisme a été suivi de nombreuses autres secousses pendant la nuit, dont au moins 3 supérieures à 4,3 sur l'échelle de Richter. En avril 2013, l'Iran avait subi à quelques jours d'intervalle 2 séismes de magnitude 6,4 puis 7,7, la plus forte secousse depuis 1957 dans ce pays. Ils avaient fait une quarantaine de morts en Iran et autant au Pakistan voisin. Il se dit libre en Arabie Saoudite et annonce sa rentrée prochaine au Liban. Lors d'un entretien à une chaîne de télévision libanaise, l'ex-premier ministre Saad Hariri a une nouvelle fois appelé l'Iran à ne pas s'ingérer dans les affaires du Liban et des pays arabes. Saad Hariri se trouve en Arabie Saoudite depuis sa démission surprise le 4 novembre qui a plongé le Liban dans une nouvelle crise politique. Soha Bouta. Saad Hariri affirme être libre et bientôt de retour à Beyrouth. Le Premier ministre libanais est en Arabie Saoudite depuis sa démission surprise le 4 novembre qui a plongé le Liban dans une nouvelle crise politique. Lors d'un entretien avec la chaîne de télévision libanaise Future, sa première prise de position publique depuis l'annonce de sa démission, Saad Hariri a une nouvelle fois appelé, sans le nommer, le Hezbollah à ne pas s'ingérer dans les conflits régionaux. Je voulais provoquer un choc positif et non négatif. Je voulais provoquer un choc positif pour les Libanais afin qu'ils puissent être conscients que nous sommes dans une position dangereuse et que nous ne pouvons continuer ainsi. Nous disons que nous nous éloignons des conflits régionaux et dans le même temps, il y a un parti libanais au Yémen et qui construit des relations avec le régime syrien, chose que je ne peux pas accepter. Le président libanais Michel Aoun n'a quant à lui toujours pas accepté sa démission, affirmant qu'il attend de le rencontrer pour en discuter avec lui. Il a par ailleurs dénoncé les circonstances obscures dans lesquelles Saad Hariri vit à Riyad et soutenu que toute position qu'il a pu prendre, qu'il va prendre ou qui pourront lui être imputées, sont douteuses et ne peuvent être considérées comme des positions prises de son propre chef. Un sentiment largement partagé par les citoyens libanais qui réclament son retour. Saad Hariri représente tout le peuple libanais. C'est pourquoi tout le peuple est rassemblé et souhaite son retour. Nous souhaitons qu'il revienne en tant que Premier ministre. Nous le considérons toujours comme Premier ministre jusqu'à ce qu'il revienne. J'espère juste que tout cela sera bon pour le Liban et j'espère vraiment que Saad Hariri n'est pas en Arabie Saoudite malgré lui. Mais je pense que tout cela pourrait ne pas être vrai du tout. En annonçant sa démission depuis Riyad, dans un discours diffusé par la chaîne à capitaux saoudien, Al Arabiya, Saad Hariri avait dénoncé la mainmise de l'Iran et du Hezbollah, membre de son gouvernement et proche de Téhéran sur les affaires intérieures du Liban. Vendredi, le chef du mouvement chiite Hassan Nasrallah avait accusé l'Arabie Saoudite de détenir le Premier ministre libanais, qui a la double nationalité saoudienne et libanaise. Il avait assuré que cette démission lui avait été dictée par Riyad, alors que Saad Hariri a refusé de se prononcer sur l'arrestation, le jour même de sa démission, de dizaines de hauts responsables en Arabie Saoudite. La presse libanaise avait par ailleurs fait état de tensions entre l'administration saoudienne et Saad Hariri, qui serait considéré par Riyad comme trop mesuré vis-à-vis du mouvement chiite du Hezbollah. Au Moyen-Orient, toujours l'Observatoire syrien des droits de l'homme recense une cinquantaine de civils tués dans les bombardements. Les attaques ont pris pour cible 2 camps de déplacés et des villages ayant accueilli des civils fuyant les combats à Boukamel, dernier fief urbain contrôlé par Daesh et situé près de la frontière irakienne. Ces bombardements surviennent alors que les terroristes ont repris le contrôle de Boukamel ce samedi après de violents combats et des attaques à la voiture piégée contre les forces du régime, soutenu par l'aviation russe qui avait annoncé jeudi avoir conquis la ville. Nous sommes le 13 novembre, un souvenir douloureux pour les victimes des attentats de 2015 à Paris. Pour le 2e anniversaire de ces attentats, les organisateurs ont choisi la sobriété. L'hommage est scandé par des dépôts de gerbes sur les lieux des tueries à Saint-Denis, sur les terrasses des cafés des 10e et 11e arrondissements de Paris. Devant la salle de spectacle du Bataclan. Cette commémoration revêt une importance particulière pour l'exécutif français, alors que vient d'être levé l'état d'urgence déclenché en novembre 2015. La nouvelle loi antiterroriste intègre dans le droit commun plusieurs mesures de cet état d'exception.
En Espagne, le chef du gouvernement Mariano Rajoy tente de mobiliser en Catalogne contre la sécession. Il a appelé ce dimanche à Barcelone la majorité silencieuse à se faire entendre lors des élections régionales au lendemain d'un rassemblement massif des séparatistes. En visitant Catalogne pour la première fois depuis qu'il a placé la région sous tutelle, Mariano Rajoy est venu soutenir le candidat de son parti, Javier García Albiol, aux élections régionales prévues le 21 décembre. Que garantice los derechos y libertades, que proteja las instituciones de autogobierno y en la que... De l'autre côté de l'Atlantique, le Venezuela, au bord du défaut de paiement, aborde ce lundi une série de rendez-vous cruciaux avec ses créanciers internationaux. Son président socialiste Nicolás Maduro assure que jamais son pays ne ferait défaut contre l'avis de toutes les agences de notation. Fragilisé depuis des mois par une profonde crise économique et politique, Nicolás Maduro convoque à Caracas une réunion de créanciers pour tenter de renégocier la dette du pays estimée à 150 milliards de dollars. A signalé en RD Congo ce dimanche cet accident de train de marchandises transportant des matières inflammables. 8 des 33 passagers clandestins sont décédés, mais le bilan pourrait être beaucoup plus important selon le gouvernement. Les passagers se trouvaient à bord de ce train de marchandises après être montés illégalement pour se déplacer. Les faits se sont produits à Bouillofoué, une gare située à près de 30 km de Lubudi dans la province du Lualaba, dans le sud-est de la RDC. En Centrafrique, 4 personnes sont mortes et une vingtaine blessées samedi soir dans une attaque à la grenade contre un café de Bangui. L'incident a été suivi par des représailles qui ont fait 3 morts. Il s'agit là des premières violences significatives dans la capitale centrafricaine depuis le début de l'année. À noter, ce soir, Média TV diffuse un entretien exclusif avec le président guinéen Alpha Condé, qui est également le président en exercice de l'Union africaine. L'entretien sera diffusé à 19h30 et rediffusé à 21h30 sur Média TV Afrique. Je vous propose de regarder un extrait de cet entretien. Vous savez, je disais toujours que beaucoup de gens étaient pessimistes en disant « Ah non, le Maroc, pour la parenthèse, ça va faire éclater l'Union africaine » et le Maroc a été admis par le consensus. Donc, il n'y a pas eu de vote. Tout le monde a été d'accord que le Maroc revienne. Donc, de plus en plus, si nous sommes conscients que même si nous avons des divergences, mais que les problèmes qui nous unissent, les défis sont tellement importants que nous devons pouvoir momentanément transcender ces divergences pour aller vers ce qui nous unit. Le temps que progressivement, avec le temps, nous puissions résoudre aussi progressivement ces différences qu'il y a entre nous sur certains problèmes. Quelques mots d'environnement et de la COP23 qui se déroule en ce moment à Bonn, en Allemagne. L'acteur et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, était ce dimanche l'invité d'honneur en clôture du sommet des élus locaux et régionaux organisé en marge de la COP. La Californie, à elle seule, représente la 6e puissance économique mondiale. Très enclin au changement climatique, elle est aujourd'hui l'un des leaders en la matière, d'autant plus que le président américain Donald Trump a annoncé son intention de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Continue to meet like this to ensure that the agreement is upheld and our goals become a reality. That's number one response. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle le dernier bilan du puissant séisme qui a frappé l'Irak, l'Iran et une partie de la Turquie. On dénombre à présent au moins 213 personnes tuées et plusieurs centaines blessées dans ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Selon l'Institut géologique américain, la secousse a été enregistrée à une profondeur de 25 km, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville d'Al-Abja, dans une zone montagneuse de la province irakienne de Souleymaniye. Fin de cette édition, restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Média TV. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.